Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va analyser cette nouvelle journée d'Euro, la fin de la première journée évidemment, et à mon plus grand malheur, il n'y a eu que deux matchs aujourd'hui, le Turquie-Géorgie de 18h et le Portugal-République tchèque qui vient de s'achever à l'instant, et c'est vrai qu'on va débriefer encore une fois. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est très important. Je débriefe tous les matchs de l'Euro qui ont eu lieu en fin de journée pour faire un topo détaillé. Pour ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir voir tous les matchs, voilà, à la fin de chaque soirée, vous aurez un rapide topo, une analyse de chaque match, un débrief, etc. Donc c'est évidemment très intéressant. On partage notre passion du football évidemment ensemble, et on est immédiatement parti sur ce Turquie-Géorgie de 18h, et on va voir que le groupe F est évidemment très intéressant et très riche en enseignements au terme de cette soirée. Donc que des matchs du groupe F aujourd'hui, deux matchs seulement, mais on s'est absolument régalé, notamment sur le Turquie-Géorgie qui était peut-être le plus beau match de l'Euro dans le contenu, dans l'intensité. La Géorgie qui participe à son premier Euro face à une équipe turque qui a été soutenue évidemment par la grande diaspora turque qu'il peut y avoir en Allemagne. Donc on a eu une ambiance absolument incandescente, déjà qu'à la base le Signal Iduna Park est un stade qui résonne, qui fait énormément de bruit. Si on y rajoute les supporters géorgiens et qu'on y rajoute la grosse diaspora turque qu'il peut y avoir en Allemagne, forcément ça nous offre une ambiance absolument exceptionnelle. Donc déjà en termes d'ambiance, le cadre avait déjà été posé avant le match. Et donc Turquie-Géorgie, match très intéressant, match riche en enseignements, riche aussi en intensité. C'est vrai qu'on a vu deux équipes vraiment de très grande qualité, et j'ai été surpris par la Géorgie de Willy Sagnol qui a proposé un très beau jeu. Sur les 20 premières minutes, la Géorgie subissait, elle était un peu à la rue. C'est vrai que la Turquie proposait vraiment un jeu flamboyant sur les 20 premières minutes. J'ai vraiment apprécié le jeu des hommes de Vincenzo Montella. On rappelle quand même que la Turquie était sur une mauvaise dynamique, elle n'avait plus gagné depuis novembre dernier, et une victoire face à l'Allemagne, donc ils étaient sur 5 matchs sans victoire. Donc c'est vrai que c'était une dynamique qui était assez difficile, et forcément ça s'est pas vu sur les 20 premières minutes. C'est ça aussi l'intensité et le changement qu'il peut y avoir dans une compétition. C'est vrai que dans une compétition en général, on oublie tout ce qui s'est passé avant, on omet d'y penser et on se concentre davantage sur la compétition. Et c'est vrai que cette équipe turque, elle a été très intéressante sur les 20 premières minutes, mettant cette équipe géorgienne absolument à la rue dans ce 5-3-2 un peu acculé. Mikautadze et Gvara qui n'arrivaient pas à toucher énormément de ballons. Et d'ailleurs l'ouverture du score de la Turquie, elle intervient là à 1-0, le magnifique but de Muldur. D'ailleurs aujourd'hui on a eu que des buts magnifiques dans cette Turquie-Géorgie, mais c'est vrai que ce 1-0, à ce moment-là, on se dit que la Géorgie va avoir énormément de mal, parce que la Turquie met beaucoup d'intensité, beaucoup de combinaisons évidemment dans les petits espaces. La Turquie va aussi taper le poteau à 0-0, donc on se dit que la Turquie fait le siège de la surface géorgienne, et que la Géorgie ne va pas pouvoir s'en sortir. Et finalement cette équipe géorgienne, elle a quand même proposé du jeu, elle a quand même proposé pas mal de qualité, et je tenais quand même à tirer mon chapeau pour Willy Sagnol qui a réussi quand même à déployer un jeu assez intéressant. On pourrait croire que cette équipe de Géorgie, ça n'est que Gvara et Mikautadze, et pourtant il y a vraiment des joueurs de grande qualité. Le numéro 6, j'ai oublié le nom, qui fait un superbe travail sur le but de Mikautadze, qui est pas loin de nous offrir un enchaînement absolument exceptionnel puisqu'il tape la barre en deuxième mi-temps. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des joueurs de qualité dans cette équipe géorgienne. J'ai beaucoup aimé ce 5-3-2 parce qu'il n'était pas seulement défensif, il était aussi très offensif. On pouvait voir Gvara animer le jeu, bon certaines fois esselé, hein. C'est vrai qu'il venait décrocher très bas, c'est pas comme au Napoli où les ballons viennent directement. Là avec la Géorgie, comme il n'y a pas beaucoup de joueurs de ballon, comme il n'y a pas beaucoup de grands joueurs, il est obligé de faire encore plus de travail. Mais j'ai quand même senti un Gvara entouré, j'ai quand même senti un collectif chez cette équipe géorgienne, et c'est vrai que Gvara venait décrocher, organiser le jeu. Mais celui qui m'a le plus impressionné, c'est Mikautadze, qui a l'habitude de jouer dans une défense très basse avec le FC Metz, qui a l'habitude de ce genre de match assez compliqué où son équipe est acculée. Aujourd'hui ça s'est vu, cette expérience-là des matchs où son équipe défend énormément, et dans le duel physique, c'est là qu'il m'a surtout impressionné. C'est qu'au moment où les Géorgiens étaient acculés, eh bien, il dégageait beaucoup le ballon, et lui dans les duels face aux défenseurs centraux turcs, je trouve qu'il a tenu la baraque avant son but qui est absolument magnifique sur ce superbe travail du numéro 6, passe en retrait, et lui qui vient une superbe finition vraiment à ras du poteau, létale. J'ai beaucoup aimé cette finition de Mikautadze. À un partout, on se dit que tout est relancé, la Géorgie prend le contrôle du jeu, la Turquie baisse un peu de régime parce que c'est vrai que sur les 20 premières minutes, ils y ont laissé énormément de plumes sur le plan physique, et c'est un match qui s'est équilibré et où on a vu de plus en plus d'intensité au fur et à mesure évidemment. Et à ce moment-là, un partout, on ne sait pas qui va vraiment gagner, il n'y a pas vraiment de dynamique qui se dégage. Moi, avant le match, je voyais une victoire géorgienne, mais je voyais une victoire géorgienne comme une surprise. Je pensais vraiment que la Turquie était au-dessus de la Géorgie, parce que la Géorgie est un novice de cette compétition, parce qu'ils n'ont pas vraiment de grands noms, là où la Turquie a quand même Güler, Çalhanoğlu, donc il y a quand même de la qualité individuelle. Yildiz, les jeunes joueurs de la Juventus Turin, il y a quand même de la
qualité individuelle, alors que chez la Géorgie, ça me paraissait quand même un peu plus faible. Et puis sur la deuxième mi-temps, c'était sur la continuité de la première en termes d'intensité, avant ce but de Güler, magnifique exploit individuel. Et je me demande même si ce but de Güler, qui est un miracle, s'il n'intervient pas, qu'aurait-il été de ce match-là? Peut-être que la Géorgie aurait pu gagner, parce que cette frappe de Güler, c'est un exploit individuel d'un joueur générationnel. Mais si ce but-là n'intervient pas, peut-être que la Géorgie a son coup à jouer. Et sur la fin du match, à 2-1, la Géorgie qui va assiéger la Turquie. Et c'est complètement dingue, parce que quand tu prends les 20 premières minutes et les 20 dernières minutes, tu as l'impression que ce sont deux équipes qui sont complètement différentes. Les 20 premières minutes, une Turquie dynamique, protagoniste, avec beaucoup d'occasions, du jeu dans les petits espaces. Et puis la Turquie sur les 20 dernières minutes qui est complètement acculée, qui est sous assistance respiratoire. Et au final, même le gardien Mamardashvili va se projeter vers l'avant pour offrir le contre ultime pour la Turquie qui gagne 3-1. Et j'ai peur que la Géorgie soit un peu le dindon de la farce de cette poule, parce qu'avec 3-1, moins 2 de différence de but, le Portugal et la République tchèque à jouer sur les deux prochains matchs, je me demande si la Géorgie ne va pas pâtir de cette différence de but de moins 2 face à la Turquie. Et je trouve que c'est un score qui est tout de même assez dur dans un match très équilibré, très intense, que j'ai évidemment beaucoup apprécié, qui était peut-être le plus beau match de l'Euro en termes d'intensité, en termes aussi de jeu, parce que les deux équipes ont proposé du jeu, et c'était peut-être le premier match vraiment équilibré dans le jeu de cet Euro, où on a vu voilà, des temps forts et des temps faibles. Vous savez que depuis le début de la compétition, on a souvent une équipe qui est au-dessus de l'autre sur le plan technique, qui monopolise le ballon, et l'autre qui attend. Or là, deux équipes quand même qui ont proposé du jeu. Et je voulais tirer mon chapeau à Willy Sagnol qui fait un boulot extraordinaire, et j'espère que la Géorgie va se qualifier, parce qu'aujourd'hui, j'estime qu'ils ont été quelque peu lésés. Maintenant, on va évoquer le Portugal qui s'est imposé au forceps face à la République tchèque, 2-1, et que ce fut laborieux pour le Portugal, parce que même si le Portugal a énormément dominé ce match, notamment sur la première mi-temps, où ils finissent les 45 premières minutes avec 70% de possession de balle, avec un système très particulier. Moi, j'aime beaucoup la tactique en football, et c'est vrai que le système utilisé par Roberto Martinez a été assez novateur, assez étrange aussi pour ceux qui aiment le football dit basique. Moi, j'ai beaucoup aimé cette défense à 3 avec Mendes qui vient l'incorporer, mais ensuite avec le ballon, il devient davantage un latéral. J'ai beaucoup aimé l'incorporation de Cancelo au milieu pour ajouter une option. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé un peu cette animation, beaucoup de joueurs qui dépassaient leurs fonctions. Des fois, on a vu un Ruben Dias qui pouvait se retrouver sur le côté droit, un Bernardo Silva qui pouvait repiquer, un Ronaldo un peu en électron libre, et puis les joueurs qui sont rentrés aussi ont fait des choses intéressantes, comme Neto ou comme Conceição, qui est évidemment le buteur qui va faire gagner le Portugal, évidemment. Donc c'est vrai que sur ce match-là du Portugal, on a vu beaucoup d'innovation tactique, on a vu un Roberto Martinez plutôt ambitieux, cette fameuse défense à 3 dans un premier temps en phase défensive, qui est modulable en phase offensive dans un 4-3-3, où Mendes devient un vrai latéral gauche, où Cancelo incorpore le milieu de terrain, où Bernardo Silva va vraiment prendre le côté pour essayer de combiner avec Dalot, et en phase défensive, on va vraiment se regrouper avec cette défense à 3, voilà, avec un Cancelo qui va redevenir latéral gauche. Donc voilà, très intéressant, je trouve, comme système. Roberto Martinez n'était pas aussi novateur avec la Belgique. Il se contentait d'une défense à 3. Il essayait de faire tourner le ballon et trouver des solutions, parce que devant, le talent individuel était présent. Or, avec le Portugal, j'ai l'impression qu'il utilise à bon escient le fait que les joueurs soient aussi polyvalents. Un Cancelo qui peut jouer latéral, qui peut jouer au milieu, forcément il l'utilise sous ces deux facettes. Bernardo Silva, qui est un joueur aussi qui peut jouer ailier, mais qui peut aussi se réaxer, il l'utilise aussi sous ces deux facettes. Nuno Mendes, qui peut aussi évoluer dans une défense à 3, il l'utilise sous ces deux facettes. Donc c'est ça qui est absolument intéressant. Vitinha aussi, Vitinha peut jouer 6, peut jouer 8, il l'utilise aussi sous ces deux facettes. Vitinha peut venir décrocher en numéro 6, mais il peut aussi se projeter davantage vers l'avant. Donc en termes d'animation, j'ai beaucoup aimé ce Portugal, mais j'ai trouvé que le Portugal n'arrivait pas à passer la deuxième, parce que ce bloc tchèque était évidemment très compact. Je ne compte plus les dégagements tchèques qui ont lieu sur la deuxième mi-temps. C'est vrai que cette équipe tchèque a manqué quelque peu d'ambition pour une équipe qui a fait quart de finale du dernier Euro. Je trouve que c'était assez rudimentaire comme système, et c'est avec beaucoup de dégagements tchèques, mais cette équipe du Portugal qui n'a pas réussi à passer la deuxième, et qui n'a pas réussi non plus à se créer d'énormes occasions. Il y a le but hors jeu de Jota suite à la tête de Ronaldo sur le poteau, mais globalement pas d'énormes occasions portugaises. Beaucoup de monopolisation du ballon, beaucoup de conservation. On a essayé de trouver les décalages, beaucoup de joueurs qui ont dépassé leur fonction, comme je l'ai dit, Ruben Dias qui montait très haut, un Dalot aussi qui a dépassé sa fonction, qu'on voyait très haut également, un Cristiano Ronaldo qui venait décrocher pour essayer de trouver les solutions, un Leao souvent sollicité dans la profondeur, mais globalement on n'a pas réussi
à trouver la faille. Beaucoup de surnombre aussi au milieu de terrain, Vitinha, Bruno, Cancelo, mais pas vraiment de combinaison entre les joueurs dans le milieu de terrain, pas vraiment de lien aussi. C'est aussi ça aussi le problème d'avoir beaucoup d'individualité, c'est que c'est dur de tirer de tout ça une unité collective très forte. Mais c'est vrai que globalement le Portugal dominateur, le Portugal même surdominateur dans la possession du ballon, très protagoniste avec des joueurs qui dépassent leur fonction, avec une tactique vraiment très très recherchée. J'ai beaucoup aimé ce qu'a proposé Roberto Martinez tactiquement, même si des fois ça peut paraître un peu hasardeux et novateur un peu pour rien. C'est vrai que ça peut paraître un peu trop prise de tête. C'est vrai que des fois on se dit pourquoi est-ce qu'il ne peut pas revenir à un système un peu plus basique, mais globalement ça a peut-être semé la confusion dans l'esprit des Tchèques, parce que voir un Cancelo qui peut être arrière gauche et puis la minute d'après milieu de terrain, forcément ça peut semer une certaine confusion. Cristiano Ronaldo en électronique que j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé très juste, je l'ai trouvé très propre. Alors évidemment si tu attends de Ronaldo qui mette de l'intensité et qui parte en fou dribble comme à l'époque, évidemment tu ne vas pas être servi, mais dans les remises, dans le jeu en une touche, dans la combinaison avec ses coéquipiers, je le trouvais plutôt intéressant. Et puis sur les centres, il est évidemment toujours très présent, que ce soit sur ceux de Cancelo, sur ceux de Nuno Mendes, sur ceux de Bernardo. Tu peux toujours compter sur un Cristiano Ronaldo, donc je milite pour qu'il continue à jouer, parce que beaucoup le condamnaient déjà. Beaucoup disaient s'il ne marque pas contre la République tchèque, il va falloir commencer à se poser des questions. Mais je pense qu'il faut le laisser parce qu'il est important pour ce Portugal, parce qu'il est connecté avec ses coéquipiers. Et bien souvent, on avait vu un Ronaldo qui n'était pas assez connecté avec ses derniers. Or là, je le trouve vraiment connecté avec eux. Et je trouve que techniquement, il apporte vraiment quelque chose. Il apporte une sobriété, je trouve. Et puis dans la surface, il est évidemment très présent. Globalement déçu par Bernardo Silva. Comme d'habitude en sélection, j'ai un peu du mal avec ce dernier. Mais voilà, c'est que le Portugal a eu du mal à passer la deuxième. Mais au final, tu as réussi à enflammer le match, parce que le but tchèque a constitué une sorte d'électrochoc. C'est vrai qu'il intervient complètement contre le cours du jeu. Ça a constitué un électrochoc et ça a permis aux Portugais derrière de se retrousser les manches, comme on dit, et de repartir à la bataille. Et beaucoup d'équipes auraient plongé sur le plan mental, parce qu'imaginez, tu domines un match pendant 60 minutes, à 70% de possession, tu frappes, en veux-tu en voilà, les Tchèques ont la tête sous l'eau et au final ils finissent par marquer. Physiquement, mentalement, tu aurais pu plonger. Finalement, les Portugais ont eu les ressources pour revenir et pour finalement l'emporter. Et ça, c'est une victoire qui peut évidemment souder un groupe. En tout cas, cette poule F est évidemment très prometteuse. En termes de scénario, elle est déjà très intéressante. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.